Entre alliances et mésalliances, le monde danse sur la grande bascule des stratégies et des intérêts, qu'ils soient par ailleurs politiques ou sécuritaires, économiques ou sociaux ou culturels. Mais ici, au tribunal de l'actualité, nous formons avec vous, auditeurs et auditrices de Watt FM et téléspectateurs et téléspectatrices de Tri TV, une véritable alliance gagnante, puisque se tient à présent la deuxième audience de votre rendez-vous quotidien de décryptage des faits marquants d'ici et d'ailleurs. Sur la table des juges aujourd'hui, deux dossiers. D'abord, la lutte contre le terrorisme avec le sommet de l'initiative d'Accra qui se tient ce 22 novembre dans la capitale ghanéenne. Et ensuite, la friture de plus en plus opaque sur la ligne Bamako-Paris. Deux des juges du tribunal de l'actualité siègent au cours de cette audience pour éplucher ces dossiers pour vous. Bonjour, juge Bernard Boukman. Bonjour, président Tomogui. Bonjour, juge Ouedraogo. Bonjour, madame, monsieur. Juge Bougouma, bonjour. Oui, bonjour. Président, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité qui s'ouvre comme d'habitude avec les avant-propos des juges. Les avant-propos des juges que nous ouvrons avec Bernard Boukman. Merci, président. Mon avant-propos va concerner la suite de la déclaration du Premier ministre devant la représentation nationale. Je disais hier qu'il y a beaucoup de bonnes intentions, beaucoup de promesses, d'engagement, parfois et tout. Bon, voilà. Maintenant, l'une des les limites, comme certains de ses prédécesseurs, c'est de n'avoir pas pu nous dire pour les projets d'envergure combien est-ce que cela pourrait coûter et comment est-ce qu'on mobilise, et quelle peut être la stratégie de mobilisation des fonds pour pouvoir accompagner certaines réformes. Alors, donc, il a fallu attendre la phase des questions d'un député pour pouvoir effectivement poser, comment on appelle ça, une telle question pour savoir comment est-ce qu'on mobilise. Nous comptons sur quoi et nous comptons sur qui, et c'est plus ou moins évalué à combien. Je prends un exemple pour l'enseignement du primaire, où on veut intégrer le code de la route, qui est une bonne chose. Moi, j'ai toujours dit que j'ai découvert le code de la route à l'école primaire au classe de CPE, c'est même pas sûr, dans un village où on n'avait même pas l'électricité, n'en parlons pas d'un poteau électrique. Mais il y avait effectivement des supports qui permettaient à l'instituteur de matérialiser ce qu'on peut retrouver sur un goudron. Donc, la chaussée, la piste cyclable, ceci, la différence entre telle route et telle route, comment est-ce qu'on traverse la route et tout et tout. Donc ces éléments de langage de la route, nous l'avons appris dans une localité où nous voyons les véhicules que 2 fois dans la semaine, dimanche et vendredi. Mais donc, arriver en ville, vous voyez, c'est encore plus facile. Donc ici, ce n'est pas qu'il y ait la matière, le matériel, mais il y a des supports de cours qui peuvent effectivement aller avec. Donc une telle réforme, ça peut nous coûter combien pour l'élaboration des outils didactiques en la matière pour que l'instituteur utilise pour pouvoir montrer aux élèves. Et tous les instituteurs n'ont pas fait le cours de la route. Donc, déjà, ce sont des éléments qui sont bien, mais déjà, ça peut être chiffré à combien, tant que c'est des éléments sur lesquels le gouvernement est très attendu, parce qu'il ne suffit pas de le dire, mais où trouver les moyens pour le faire et comment est-ce qu'on l'intègre. Deuxième aspect, c'est vrai que les 3 grands axes ont été donnés, mais la vision à long terme, c'est quoi, court, moyen et long terme? Ou qu'on se dise oui, nous partons dans telle direction, ceci ou cela. Donc, mais ça, c'est sûr que c'est à l'épreuve du terrain qu'on verra là, plus ou moins où est-ce qu'on veut aller. Sur le plan sécuritaire, en tout cas, on sait qu'on a besoin de sécurité, on a besoin de. Le recrutement des VDP a été lancé massivement, mais comment est-ce qu'on implique les populations pour qu'elles se sentent concernées au premier chef? Ça va demander suffisamment de travail et dans le domaine de la communication. Comme l'a dit un député, vous arrivez à Ouagadougou, vous ne savez pas que c'est un pays qui est en guerre, parce qu'il n'y a aucun panneau qui vous dit qu'on est en guerre, il n'y a aucun panneau qui appelle à la mobilisation, il n'y a aucun panneau qui vous dit mobilisons-nous, soutenons-nous. Donc ça ne parle pas. Donc vous rentrez, vous pensez que vous êtes dans un pays où tout est normal, alors que vous êtes dans un pays où il y a une situation sécuritaire des plus alarmantes. Donc là également, il y a une com de guerre qui va avec, qu'il faut savoir activer. C'est ce que j'avais comme avant-propos.
Merci, juge Bernard Bougman, pour cet avant-propos, fort à propos, je dirais. Juge Inoussa Ouedraogo, quel est votre dialogue intérieur du jour? Merci, Président. Je vais aller dans le même sens que Bernard Bougman pour évoquer la déclaration du Premier ministre à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée législative de transition. Il a évoqué les intellectuels en indiquant, je vais le citer, que si nos ancêtres ont connu des siècles de stabilité politique, c'est bien parce que leur système politique était conforme à leur histoire, à leur culture, à leur aspiration. Et ils se demandent, c'est le lieu de relever la paresse et l'arrogance de nos intellectuels qui non seulement n'ont pas été en mesure de remettre en question un tel état de choses, mais poussent parfois le ridicule jusqu'à se targuer d'être des spécialistes d'un système. Je pense que dans le milieu des intellectuels, des universitaires en particulier, cette phrase du Premier ministre a été ressentie comme une gifle. Certains l'ont exprimé sur leur page Facebook, d'autres l'ont exprimé en aparté, mais beaucoup ne se reconnaissent pas en cette déclaration du Premier ministre. Et je pense qu'il n'est pas tard pour le Premier ministre de réexpliquer ou en tout cas de s'excuser auprès des intellectuels, parce que là il n'a pas relativisé, il a mis tous les intellectuels dans le même sac, y compris lui-même qui est intellectuel, et donc j'ai dit que ça n'a pas été du tout apprécié. S'il est vrai qu'on peut reprocher un certain nombre de choses à certains intellectuels, il n'est pas juste de les mettre tous dans le même sac et de les caractériser de paresseux, etc. Ce n'est pas intéressant, et comme je l'ai dit, il n'est pas tard pour le Premier ministre soit de rectifier son propos ou de s'excuser auprès donc de l'ensemble des intellectuels pour dire que ce n'est pas tout le monde qui est ainsi, et il y a beaucoup de chercheurs qui cherchent, qui trouvent et qui font des propositions. Il faut en tenir compte donc pour le développement de notre pays. Il faut en tenir compte, et d'ailleurs il faut bien le savoir, nul n'est si mauvais qu'il ne vaille rien, nul n'est si bon qu'il soit dépourvu de faute. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à nouveau bienvenue à cette audience du tribunal de l'actualité sur la télévision interactive Truy TV, une émission que vous suivez d'ailleurs en simultané sur Radio Watt FM, la radio 100% urbaine que vous écoutez sur 100.7 en modulation de fréquence. Commençons cette audience avec la tenue ce 22 novembre d'un sommet des chefs d'État de l'initiative d'Accra, lancé en 2017 pour prévenir la propagation de l'extrémisme violent à partir du Sahel et pour lutter contre la criminalité transfrontalière organisée en zone frontalière. Ce forum regroupe le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo. Il y a aussi le Mali et le Niger qui se sont invités à cette initiative, mais comme observateurs. Donc, un forum qui se tient, un sommet de chefs d'État. Je crois qu'il y a 4 chefs d'État qui seront présents et 2 au niveau premier ministériel. Donc, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, je crois, seront représentés au niveau des chefs de gouvernement. C'est d'ailleurs le Premier ministre burkinabé Apollinaire Joachimson Kielem de Tambela qui représente le président de la transition au nom de notre pays. Alors, pour vous, est-ce un sommet utile? Que peut-on y attendre? Risible Afrique, moi j'en ris. J'en ris parce que les pays que vous citez sont des pays limitrophes, des pays voisins immédiats, qui sont sous le joug des attaques. Mais c'est justement parce qu'ils sont limitrophes et voisins immédiats du Burkina que cette initiative a été créée, puisque la menace terroriste s'étendait vers la côte. Donc, vous voyez la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana et le Togo. Oui, qu'est-ce que ces pays-là ont fait en appui à l'initiative G5 Sahel d'abord? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire en termes de soutien logistique, en termes de soutien humain et en termes de soutien financier? Nous avons reçu de l'argent du Ghana. Le Ghana est venu symboliquement donner de l'argent au Burkina pour soutenir le Burkina Faso dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Mais et après cela,
les pays du G5 Sahel se débrouillent à qui mieux. Et d'ailleurs, certains pays font partie de ceux qui n'ont pas facilité les choses au pays du G5 Sahel, notamment le Mali. Donc, quand on se rappelle, quand on regarde comment c'est tendu entre la Côte d'Ivoire et Bamako, alors que c'est encore des pays voisins, c'est compliqué. Donc, on a même les voisins n'ont pas travaillé aussi à faciliter la tâche aux voisins. Et donc, ici, ça rappelle les années d'indépendance, hein. Fédération du Mali, après Conseil de l'Entente, après ceci ou cela, c'est la même chose. Donc ici, les Sahéliens s'organisent à qui est bien mieux, les côtiers aussi s'organisent entre eux. Donc entre nous côtiers, il faut qu'on se parle, entre nous côtiers, il faut qu'on s'organise, sinon si ça quitte le Sahel, ça peut venir chez nous. Mais en attendant, la chose la plus facile à faire, c'est quoi? C'est d'aider à éteindre la case du voisin. Ce n'est pas d'essayer de construire les murs et tout, je ne sais pas, c'est pas ça. Le voisin a d'abord besoin d'eau en quantité suffisante pour éteindre l'eau. Et qu'est-ce que je fais? J'apporte un seau, un bidon. Voilà, c'est d'abord ça. Mais on n'est même pas encore à ce niveau, on fait des manœuvres sporadiques, rarement et tout. Et puis on passe à autre chose. Donc, et puis il y a plein d'initiatives. C'est pourquoi moi j'ai dit j'en ris. Il y a plein d'initiatives. Parce qu'à un moment donné, il y a eu ce sommet de la CEDEAO. C'était même pas UEMOA, à Ouagadougou, pour aller demander en marge du sommet des Nations Unies suffisamment de ressources financières au niveau de l'espace CEDEAO pour pouvoir faire face à la question terroriste. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Ces moyens ne sont jamais arrivés. Ces moyens ne sont jamais arrivés. Le G5 Sahel a plaidé en vain. Ces moyens ne sont jamais arrivés. Ces messieurs qui se regroupent à Accra là, ils vont encore demander aux mêmes partenaires. Et ces moyens risquent de ne pas arriver. Conséquence, on aura une administration seulement qui va fonctionner, comme le G5 Sahel, où des messieurs en costard, cravate se pavanent pour donner des conférences, faire des plaidoyers. Et c'est juste pour ce qui va venir au bureau. Trump avait dit en son temps, je ne donnerai pas l'argent au G5 Sahel. Je vais donner l'argent directement à chaque État du G5 Sahel. Parce que l'argent du contribuable américain ne va pas servir à des bureaucrates. Donc il ne va pas donner à l'administration, mais il va donner à chaque pays en fonction des besoins exprimés et en fonction des capacités de financement des États-Unis d'Amérique. Point. Mais aujourd'hui, le G5 Sahel, d'abord, il est à quel niveau? Sur la base des contradictions politiques, de l'hypocrisie qui a eu lieu. Vous voyez où on en est? Le G5 Sahel a du plomb dans l'aile. Les pays côtiers ont l'avantage d'être relativement stables. Il n'y a pas encore un putschiste au pouvoir parmi ceux qui se retrouvent, quoi. Voilà. Mais j'ai dit, bon, les autres pays partent en tant qu'observateurs, en tant que ceci. Peut-être que ça va être leur entrée au. Il y a deux observateurs dans cette initiative. Le Mali et le Niger. Et le Niger. Donc, qui viennent comme des observateurs. Nous envoyons notre Premier ministre qui va représenter le chef de l'État burkinabé. Donc, toutes ces organisations-là, c'est pourquoi? C'est pour lutter contre le terrorisme, non? Oui. Donc, que pourra faire l'initiative d'Accra que la CEDEAO n'a pas pu faire, que le G5 Sahel n'a pas pu faire? Je ne suis pas pessimiste. En général, je suis optimiste. Mais vu comment est-ce que les organisations sous-régionales évoluent, parce que les mêmes plaidoyers sont portés vers les mêmes partenaires techniques et financiers. Oui. Donc pour recommencer la même chose, alors que ces Européens-là, ou ces Occidentaux ont d'autres choses à gérer. Il y a l'Ukraine qui est à leur porte. Ils sont en train, c'est devenu leur préoccupation. Nous, sur les questions endogènes, qu'est-ce qu'on en fait? Je pense que sincèrement, c'est beaucoup plus là l'enjeu. Mais bon, on attend leurs conclusions pour voir ce que ça va donner. On attend de voir. On va évoquer sans doute tout à l'heure la question du financement de cette initiative, puisque c'est une initiative qui ambitionne de s'autofinancer. L'initiative d'Accra vise à promouvoir l'échange d'informations ainsi que la coopération dans la conduite d'opérations militaires transfrontalières et a déjà mené plusieurs opérations de sécurisation. On peut citer à ce titre les opérations Koudalgou 1 conduites en mai 2018 par le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana et le Togo. On peut également parler de Koudalgou 2 qui a eu lieu en novembre 2018 et une opération menée par le Burkina Faso une fois de plus, la Côte d'Ivoire
Nigeria et le Ghana. Ce sont des opérations au niveau des frontières. Alors justement, le juge Bernard Bougma évoquait tout à l'heure le G5 Sahel. Pensez-vous que l'initiative d'Accra, Inoussa Ouedraogo, pourrait constituer une bonne alternative au G5 Sahel, puisqu'elle s'étend à des pays de la côte, associés à des pays donc, du Sahel? Quelle pourrait être la plus-value de cette initiative comparativement au G5 Sahel selon vous? Non, je crois que c'est une bonne chose que des pays africains se retrouvent pour discuter de leurs problèmes, de leurs préoccupations. Quel que soit le nom qu'on puisse donner à l'initiative, je pense que c'est une initiative à soutenir. La différence avec le G5 Sahel, c'est qu'aujourd'hui, on a des pays côtiers qui s'ajoutent. Le G5 Sahel, c'était beaucoup plus vraiment des pays qui étaient en proie plus ou moins directement avec le terrorisme. C'était la Mauritanie, c'était le Tchad, c'était le Burkina, le Niger et le Mali. Et à partir du moment où le terrorisme a commencé à se métastaser pour aller dans les pays côtiers, ces derniers ont pris conscience et veulent mutualiser leurs efforts. Moi, je pense plutôt qu'on peut tirer enseignement des difficultés, des échecs qu'on a eus avec le G5 Sahel pour renforcer l'initiative d'Accra. Plusieurs pays s'y retrouvent, je pense qu'ils sont au total 7 pays. Même s'il y a 2 observateurs. Pour moi, l'idéal, c'est qu'on puisse l'étendre à toute l'Afrique. Il ne faut pas que ça soit juste l'initiative des pays qui sont en proie au terrorisme. Il faut que même ceux qui ne sont pas dans le terrorisme, évidemment, se sentent concernés par cette initiative-là et voient comment ils peuvent appuyer donc les différents États afin donc qu'on puisse limiter le feu, parce que plus on va laisser faire, plus la menace va s'agrandir et tous les pays en auront pour leur compte. Et donc, pour moi, il ne faut pas attendre que la situation s'aggrave. Elle est déjà suffisamment grave, et voir des pays limitrophes du Burkina, parce que je vois aussi que tous ces pays-là entourent le Burkina. Exactement. Et c'est une bonne chose qu'on puisse mutualiser les efforts, qu'on puisse mutualiser les informations, que les états-majors de ces différentes armées-là puissent se parler, partager aux besoins du matériel, de l'équipement, des hommes, et pour qu'on puisse mener une lutte acharnée contre le terrorisme. Parce que quel que soit ce que le Burkina fera ici, vous chasserez les terroristes au Burkina, ils iront nécessairement s'installer dans un autre pays de la sous-région. Donc on ne sortira jamais de l'auberge tant qu'on n'en fait pas une affaire holistique qui concerne donc tous les États au niveau de la sous-région d'abord, mais ensuite au niveau de toute l'Afrique. Donc pour moi, c'est une belle initiative pourvu qu'on tire leçon des échecs des initiatives passées telles que le G5 Sahel, et surtout que nos États comprennent une fois pour de bon que personne ne viendra faire cette guerre à leur place et que c'est ensemble qu'ils doivent s'organiser. Et je crois que nos États peuvent avoir les moyens de mener cette lutte-là, pourvu qu'on regarde à l'intérieur, pourvu que chaque État donne du sien et mette du sérieux pour qu'on y parvienne. Par contre, si on s'assoit pour attendre que ce soit les autres qui viennent accompagner nos initiatives financièrement, il y a des risques qu'on soit dans un perpétuel recommencement, et c'est en cela que je peux comprendre l'argumentaire de Bougma. On va revenir sur l'aspect financier de cette initiative, mais vous avez parlé d'ouvrir donc la brèche, en tout cas de voir plus grand. De voir plus grand, est-ce que ça ne serait pas plus intéressant justement d'inscrire toutes ces initiatives d'Accra, G5 Sahel et autres, dans le giron de la CEDEAO pour porter, au moins en Afrique de l'Ouest, pour porter ce combat, cette lutte contre le terrorisme? Pourquoi la CEDEAO ne prend pas le leadership dans cette lutte et ne fait pas le nécessaire? Il y a eu ce sommet dont a parlé le juge Bernard Bougma tout à l'heure, je crois que c'était à Ouagadougou d'ailleurs. Il y a eu ce sommet où on a budgétisé, en tout cas on a annoncé un certain nombre de moyens pour accompagner la lutte contre le terrorisme. Ces moyens ne sont jamais arrivés. Pourquoi la CEDEAO ne prend pas le leadership finalement pour qu'on puisse être plus efficace dans cette lutte et en voyant plus grand comme vous le souhaitez?
Bon, la CEDEAO en tant qu'institution ne semble pas avoir pour vocation de mener la lutte contre le terrorisme. Parce que ça fait quand même... c'est vrai qu'à la base, c'est une institution sous-régionale économique, mais qui aujourd'hui est obligée de prendre à bras le corps des problèmes politiques. Les problèmes politiques et la situation sociopolitique de la région exigent aussi qu'on regarde du côté de la lutte contre le terrorisme, d'autant plus que ce sommet a eu lieu pour le financement de la lutte contre le terrorisme. Oui, je dis que ça fait 10 ans que le terrorisme s'est invité dans l'espace CEDEAO. Ça, c'est un. De deux, les pays qui se réunissent autour de l'initiative d'Accra sont tous membres de la CEDEAO. C'est de deux. Alors, ça signifie que, de trois, je disais, on a eu le G5 Sahel, qui était aussi une initiative de quelques pays membres quand même de la CEDEAO qui s'y retrouvaient. Donc, si la CEDEAO n'a pas pu faire quelque chose véritablement, et que ces pays qui sont membres de la CEDEAO sont obligés de se retrouver, ça veut dire qu'ils ont nécessairement compris que la CEDEAO ne peut pas être la panacée donc à la situation qu'ils vivent. Certainement pour cette raison que ces pays-là sont obligés de créer d'autres initiatives. On sait le poids de pays comme le Ghana et la Côte d'Ivoire dans la CEDEAO. Mais si malgré tout, ils se voient obligés de se retrouver autour d'une nouvelle initiative pour lutter contre le terrorisme, certainement c'est parce qu'ils ont perçu que la CEDEAO n'est pas une solution à la situation que nous vivons. Ça aurait été vraiment une bonne chose que cette CEDEAO-là s'implique fortement dans la lutte contre le terrorisme, mais on voit clairement que ça ne semble pas être sa tasse de thé. Elle est plutôt préoccupée par l'organisation d'élections, elle est plutôt préoccupée par le fait qu'il n'y ait pas de coup d'État dans l'espace CEDEAO, elle est plutôt préoccupée par des questions économiques, etc. Et du coup, je pense que les différents chefs d'État ont certainement tiré leçon de toutes ces lourdeurs-là et évidemment veulent aller très vite en s'organisant donc par petits groupes et par rapport à ceux donc qui sont touchés par la situation. Parce que tous les pays de la CEDEAO ne sont pas concernés. Ça aurait été vraiment une bonne chose que la CEDEAO et même que l'Union africaine prennent à bras le corps cette question du terrorisme-là, parce que évidemment, comme on le voit à travers ces 10 dernières années-là, la situation ne fait que s'aggraver dans les différents pays et ça ne fait que se métastaser dans les différents pays. Il y a donc urgence que l'ensemble des organisations se mettent ensemble et réfléchissent ensemble, parce que je suis persuadé que l'intelligence collective de tous ces intellectuels, de toutes ces armées, de tous ces gouvernements de la sous-région ouest africaine et de l'initiative d'Accra peut contribuer effectivement à trouver des solutions pérennes à la lutte contre le terrorisme, qui n'est pas seulement, on le rappelle, une affaire de militaires. C'est aussi une question éminemment politique et nous devons avoir le courage de les résoudre aussi au plan politique. Une affaire éminemment politique, donc une affaire aussi de développement. Justement, vous avez évoqué le G5 Sahel. Est-ce qu'aujourd'hui, le G5 Sahel est encore fonctionnel pour vous? Est-ce qu'il faut réhabiliter le G5 Sahel aux côtés de cette initiative d'Accra? Et que faut-il faire finalement du G5 Sahel? On a vu que le Mali a claqué la porte. Aujourd'hui, il y a des initiatives tendant à remettre en selle donc ce G5 Sahel-là. Mais qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il faut effectivement, est-ce qu'il faut encore compter avec le G5 Sahel? Pour comprendre d'ailleurs ce qui arrive au G5 Sahel, il faut remonter à sa création. Le G5 Sahel a été voulu par la France de François Hollande à la fin de l'opération Serval, qui est devenue par la suite Barkhane. Serval était en train de finir, il fallait trouver une force sur laquelle s'appuyer. Donc, ça a été à l'initiative des experts et conseillers français qui ont suscité la création du G5 Sahel. Et donc, la première rencontre, puisque c'est en février que les rencontres se tiennent, elle a eu lieu en février 2014. Blaise Compaoré était toujours au pouvoir pour lancer l'initiative. Mais l'acte officiel de la création du G5 Sahel, c'était en février 2015. Et c'est le président Michel Kafando qui fait partie, qui est en ce moment président de la transition du Burkina, qui est parti et qui ont finalement paraphé les premiers pas
ça dit que l'acte officiel de création du G5 Sahel, c'était en février 2015. Et c'est pourquoi c'est chaque février que la rencontre du G5 Sahel se tient. C'est après tout ce constat que le Mali a bougé. Sinon, si on regarde, si véritablement nous voulons lutter contre le terrorisme au niveau du Sahel, et qu'on peut aller chercher le Tchad, la Mauritanie et l'Algérie qui est de l'autre côté, je ne comprends pas pourquoi, et tous les experts le disent, pour pouvoir réussir une telle mission, on ne peut pas le faire sans l'Algérie, qui a une zone tampon, qui a eu une expérience, une très bonne et longue expérience dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, pour ce que l'Algérie a vécu. Et beaucoup de chefs terroristes ont été formés en Algérie, où sont des transfuges d'ailleurs des groupes islamiques, comme on appelle ça, des groupes terroristes de l'Algérie en son temps, notamment le GIA et autres. Donc, comment est-ce qu'on est arrivé là? Pourquoi? Parce que vous savez très bien qu'entre la France et l'Algérie, ce n'est pas le parfait amour. Mais les pays membres doivent comprendre qu'on ne peut pas faire sans. La preuve, quand le Mali a eu des difficultés, qui est venu en aide au Mali? C'est vrai, il y a eu la Mauritanie, mais il y a eu l'Algérie, qui à un moment donné a même interdit le survol des aéronefs militaires de son espace, aux aéronefs militaires français, à cause d'un certain nombre de choses. Donc, mais comme c'est l'initiative de nos ancêtres les Gaulois, c'est pas évident, c'est pas possible qu'un pays qui ne s'entend pas avec eux puisse être à la table du G5 Sahel. Au début, quand le G5 Sahel a été lancé, nous avions pensé que c'est une entité purement militaire. Après, ils sont venus avec des projets. Création d'une école, une académie de sécurité, on est d'accord. Comment on appelle ça? Projet de création d'une voie, d'une compagnie aérienne, de ceci, de cela. J'ai dit, mais finalement, bon, le G5 reposait sur deux piliers. Oui. Il y avait le pilier opérationnel, militaire et guerre contre le terrorisme, lutte contre le terrorisme. Mais il y avait aussi le pilier projet de développement, justement, développement socio-économique, etc. Et c'est là où les incompréhensions ont commencé. Parce que les projets structurants que le G5 Sahel dit porter, l'UEMOA les porte. Les projets, comment on appelle ça, d'envergure, le Liptako Gourma les porte. Parce que les mêmes pays sont ensemble dans d'autres entités. Soit l'UEMOA, soit le Liptako Gourma, ou dans d'autres organisations, ou dans le SILS. Donc, c'est à peu près les mêmes projets qui sont portés par ces pays-là, qui sont déjà dans plusieurs communautés et qui partent vers les mêmes partenaires techniques et financiers pour demander de l'argent, pour des ponts, des routes, je ne sais pas moi. Alors qu'il fallait, moi de mon point de vue, au début pour nous c'était une entité purement militaire et les moyens qui allaient être mobilisés c'est pour l'appui militaire. Non, ils sont allés ajouter d'autres projets. Aujourd'hui, c'est devenu difficile à gérer. Où j'en viens? Pour la CEDEAO. Non, la CEDEAO est une force en attente, malheureusement elle n'est pas activée. C'est ça. Le Comore a fait ses... Le Comore a eu ses preuves. C'est une entité militaire. Dans certains pays, oui, en effet. C'est une entité militaire, la CEDEAO. On se rappelle ce bateau nigérien qui a été coulé aussi en Sierra Leone où le Burkina a été accusé. Les forces de l'ECOMOG existaient et ont fait leur preuve sur certains théâtres d'opération. Aujourd'hui, où elle est? La première fois on a entendu parler encore tout dernièrement de cette force, c'est pour aller déloger des putschistes à Bamako. Alors que cette force n'est pas opérationnelle depuis un certain temps. Voilà, d'où viennent que des chefs d'État de ce même espace-là ne peuvent pas s'entendre pour activer cette force, lui donner tous les moyens pour aller contribuer à lutter comme le font les pays de l'Afrique australe, et que chacun se regroupe dans une entité. J'attends d'ailleurs de voir qui était à l'initiative, qui a été comment on appelle ça, à la base de l'initiative d'Accra. Est-ce que c'est réellement eux ou ça a été suscité de l'autre côté? C'est le Ghana, c'est pourquoi ça s'appelle l'initiative d'Accra, avec les pays côtiers qui ont voulu intégrer les autres. Voilà, c'est ce qui fait que moi, je dis que en général je suis optimiste sur ces questions de regroupement régionaux, les nouvelles organisations, surtout inspirées de l'époque coloniale. C'est à peu près la même chose. Oui, alors dans quelles conditions le Conseil de l'entente en son temps a été créé à l'initiative du Houphouët-Boigny pour pouvoir contrer le Mali. On se rappelle du pilotage qui avait opéré en son temps Maurice Yamégo du Burkina vis-à-vis du Mali, et jusqu'à présent l'histoire nous rappelle. Et la dernière fois à l'Assemblée nationale, le Premier ministre, à l'ALT, le Premier ministre a rappelé ces choses-là. Donc la réalité, elle est là. En fait, on n'invente pas la roue. Qu'est-ce que l'initiative d'Accra peut faire que la CEDEAO n'a pas pu faire, que le G5 Sahel n'a pas pu faire? Je ne parle pas de l'UEMOA parce qu'elle est purement
elle s'occupe des questions économiques, ça c'est connu. Mais il y a un conseil de paix et de sécurité de la CEDEAO qui s'occupe des entités militaires et il y a une force en attente qui doit être activée. Oui, alors, elle a déjà fait ses preuves. Vous avez bien fait de parler tout à l'heure donc de ce sommet qui a eu lieu à Ouagadougou pour financer la lutte contre le terrorisme et on n'a pas eu les effets. De la même façon, il y a eu une table ronde des bailleurs à Nouakchott, en Mauritanie, concernant le G5 Sahel, où il y avait plein de projets. On a estimé que c'était un succès formidable, mais jusqu'à aujourd'hui, on ne voit rien venir. Alors, je repose la question. Le G5 Sahel mérite-t-il de rester ou d'être construit sur de nouvelles bases, ou alors on doit considérer que cette entité est morte de sa belle mort? S'il faut remettre le G5 Sahel en selle, il faut intégrer l'Algérie et il faut les blablabla de projets de développement là. Si on veut être honnête, on n'a qu'à laisser tomber ça et allons seulement sur un angle purement militaire. Ça, c'est mon point de vue. Mais compte tenu également de l'effritement de la confiance entre les membres du G5 Sahel, ça va être très difficile. Regardez au Tchad. C'est grave. Il y a combien de morts? Il y a combien qui sont jusqu'à présent détenus, qui sont fouettés à longueur de journée? Les vidéos ont fuité. Que disent les autres États membres? Personne du G5 Sahel, personne ne bronche. Mais on est toujours sur le Mali. Est-ce que les autorités maliennes ont massacré autant qu'au Tchad? Non. Mais parce que quoi? Donc j'ai dit, compte tenu de la confiance qui s'est effritée entre les États, pour que les morceaux soient recollés de cette version actuelle du G5 Sahel, ça va être très difficile. Peut-être quand on aura des gouvernements, des élections au Burkina, au Mali, au Niger, les nouveaux chefs d'État vont se reparler pour une organisation. Mais là, ça va être très difficile. Parce que ça va être difficile pour moi, dans ces conditions, de voir la France, qui a été, je dis bien, à son initiative, et qui protège le Tchad, donner de l'argent tout en sachant que le Mali va en bénéficier. Et au Burkina Faso, ils sont en difficulté. Et les autorités françaises ont même évoqué l'éventualité du départ de leur force spéciale de Ouagadougou. Dans ces conditions-là, alors qu'au plan international, les voies d'accès à ces financements-là, qu'on le veuille ou pas, pour le moment, ces pays-là sont au crochet de la France. Est-ce qu'ils pourront faire ça? Donc il va falloir attendre pour voir. Vous nous écoutez sur... Il faut s'assumer, ce n'est pas d'attendre. Il faut s'assumer, oui. Vous nous écoutez sur Watt FM. On parle de l'initiative d'Accra. Un sommet se tient aujourd'hui. Un sommet auquel est représenté le Burkina Faso avec le Premier ministre Joachim Son Apollinaire Kielem de Tambela. Alors on a évoqué la question du financement et justement la question du financement est sur la table du sommet d'aujourd'hui puisqu'il y a certains partenaires qui seront présents à ce sommet. C'est d'ailleurs un sommet qui est, disons, l'aboutissement ou l'épilogue d'une série de rencontres techniques avec, à certains autres niveaux. Il y a eu les ministres des Affaires étrangères et autre chose. L'initiative d'Accra ambitionne pourtant de s'autofinancer afin d'affirmer l'engagement politique nécessaire à son succès et de donner aux pays membres la marge de manœuvre essentielle pour déterminer les priorités. Est-ce que si l'initiative d'Accra se fait financer par des partenaires qui ont déjà financé le G5 Sahel, on ne risque pas de tomber dans les mêmes travers qu'avec le G5 Sahel justement? C'est ça l'un des malheurs de notre continent. C'est-à-dire que c'est ce mendiant qui est assis de l'or et qui tend la main à d'autres personnes pour venir les sauver. Moi, je reste convaincu que nos États peuvent financer leur sécurité. Ce n'est pas des choses qu'on vend aux autres. J'ai comme le sentiment que le terrorisme est devenu un business autour duquel il faut monter des projets, comme on en a vu avec le sida, comme on en a vu avec récemment Covid-19. Donc le terrorisme aussi est devenu un truc où on monte des projets, on capte des financements. Si on reste dans cet état d'esprit, évidemment, on va rester dans le terrorisme pendant des dizaines d'années.
alors que malheureusement des gens en meurent au quotidien. Et du fait du terrorisme, des gens n'arrivent plus à aller à l'école. Du fait du terrorisme, les gens n'ont plus de quoi manger. Donc il faut qu'on comprenne l'urgence de la situation et il faut qu'on comprenne également que les questions sécuritaires relèvent de la souveraineté de nos États. Et on ne peut pas continuer à être assis sur de l'or, à être assis sur des richesses, à être assis sur de l'argent et continuer à demander aux autres de venir nous donner de l'argent pour qu'on continue à lutter contre le terrorisme. On sait que la main qui donne est toujours au-dessus. Et chaque fois qu'on aura besoin, que ce soit les Occidentaux qui viennent nous donner de l'argent, des armes et je ne sais quoi pour lutter contre le terrorisme, c'est eux qui vont dicter la manière dont vous devez utiliser l'argent. C'est eux qui doivent dire quel terroriste est bon pour être anéanti, neutralisé, et quel autre terroriste il faut arrêter et en tout cas ou laisser en liberté. C'est eux qui diront telle zone là vous pouvez aller combattre, comme c'est le cas au Mali avec Kidal, et c'est eux qui diront que vous pouvez par contre aller combattre dans telle autre zone. Moi je pense que il est temps pour nos États de prendre leurs responsabilités et de s'assumer. Parce que ces 7 États qui se sont retrouvés au Ghana ont des moyens. Ils ont déjà des états-majors, ils ont des armées. Il s'agit de mettre ensemble leurs idées, il s'agit de mettre ensemble ces petits moyens-là pour réfléchir à comment on met un terme à tout cela. Mais tant que ça va être des montages de projets, des invitations de partenaires à venir financer tel ou tel aspect, ça sera un mort-né, comme ça a été le cas avec le G5. Ce sera des structures bureaucratiques qui vont contribuer à enrichir quelques gouvernants, qui vont monter des projets qui vont servir finalement à construire de grosses villas et à enrichir davantage ceux qui sont déjà riches, pendant que les bénéficiaires directs de ces projets qui ont été montés à coût de millions et de milliards seront toujours dans la souffrance, dans la misère, et ça sera le perpétuel recommencement sur notre continent. Donc je pense que nos chefs d'État, nos premiers ministres qui se sont retrouvés à Accra doivent tourner définitivement le dos à toutes ces formes d'initiative, à tous ces modèles qu'on a expérimentés depuis les années 60, qui ont malheureusement échoué et qui expliquent que nous soyons là, afin que nos petits-enfants et nos enfants ne continuent pas à nous pointer du doigt comme étant ceux qui contribuent à tirer l'Afrique vers le bas. Alors, Bernard Boukma, justement, la question du financement est une question nodale, centrale. Il y a plein d'initiatives, de regroupements qui auraient pu faire de belles choses si s'assumer financièrement. Donc il va falloir que cette question de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, ou en tout cas dans le volet financement, soit assumée, assurée par chaque État. Mais en même temps, on pourrait dire qu'au Burkina Faso, puisqu'on est en plein dans cette situation, il y a eu des moyens qui ont été donnés pour lutter contre le terrorisme. Mais jusqu'à aujourd'hui, ces moyens, c'est comme si finalement les moyens n'ont pas produit, ou les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Oui, mais c'est ça aussi la réalité, même pour les achats des armes. Pour les achats des armes, ce qui a fuité, c'est que la condition était de payer avec des entreprises françaises. C'est une condition qui était exigée. Et même pour la gestion des finances. Des moyens qui allaient être mobilisés, c'était d'être gérés de l'autre côté. Des chefs d'État ont dit non. Ou bien on nous donne les moyens pour le faire, ou on ne nous donne pas. Mais il n'est pas question. Donc même déjà sur ces questions, il y avait déjà des problèmes. Mais comme l'a si bien dit Moussa, l'argent vient, mais ça reste dans les bureaux. On a même vu le scandale de certains marchés de consultation dont des cabinets ont été épinglés dans la gestion des finances du G5 Sahel. Le matériel, on le donne à qui? On crée une force en attente du G5 Sahel et on lui donne le matériel, tout l'arsenal de guerre, les hélicos, les armes, tout ce qui est armement. Et quand il y a une opération ou bien une attaque, l'avion décolle pour aller taper, comment on fait? Mais puisqu'on a plusieurs projets sur la même table,
on veut regarder comment est-ce qu'on lance la compagnie aérienne. En attendant, on veut regarder comment on crée une autoroute pour relier telle capitale. En même temps, on veut chercher de l'argent pour lancer l'académie de police. Et en même temps, on veut chercher de l'argent pour les armements. Et maintenant, il y a le personnel administratif qui est là, qu'il faut payer à la fin du mois. Donc, et qui coûte plus cher que tout le reste. Voilà. Et vous voyez, en même temps, actuellement, il y a des radios Jeunesse Sahel, à Ouaga, Niamey, tout ça, financé par la francophonie pour le même G5 Sahel. Comment est-ce que vous pouvez vous concentrer encore pour vous occuper d'abord de la question militaire quand vous avez d'autres projets, alors que quand le partenaire regarde, il dit bon, ça m'intéresse. Par exemple, la radio, bon, la francophonie dit bon, moi je suis à l'aise avec ça, moi ça m'intéresse. Mais les autres aspects militaires, débrouillez-vous. Comment on fait? Alors que ce sont les mêmes pays qui financent les projets de l'UEMOA, de la CEDEAO, de ceci, du CID. En fait, c'est ça. Moi, mon pessimisme, c'est beaucoup plus à ce niveau-là. C'est pourquoi je ne parie pas cher la peau. C'est tout ça. Sinon, parce que quelle est la stratégie qu'on va mettre en place? Il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Parce que à la fin, c'est combien de personnes on engage pour la guerre et quel est l'arsenal militaire qu'on va déployer et comment on fait. C'est beaucoup plus ça. Sinon, les autres questions administratives, bureaucratiques et tout, bon, ça, on en voit tous les jours. Et puis, ce n'est pas des États incapables de s'organiser sur le plan administratif et tout. Non, ce n'est pas ça. Comment on fait? Il va falloir donc de la stratégie, de l'ordre, puisque qui ignore les objectifs stratégiques des autres princes ne peut conclure d'alliance. Si les pays membres de l'initiative d'Accra jouent la carte de l'unité et cherchent à asseoir une stratégie commune pour lutter contre le terrorisme, c'est plutôt la lune de fiel entre la France et le Mali, avec un nouveau développement dans les relations de coopération entre les deux capitales, Inoussa Ouedraogo. En tout cas, les relations entre la France et le Mali ne sont pas au beau fixe depuis quelques années, c'est connu. Et cette fois-ci, on voit que les deux pays sont encore en difficulté parce que la France ne semble plus vouloir mettre de l'argent à travers donc son agence de développement. Le Mali aussi qui décide de mettre à la porte toutes ces structures ONG qui contribuent au développement, qui disent contribuer au développement au Mali. C'est la réciprocité. Je pense que le Mali est un État souverain et le Mali est libre de décider avec qui il travaille, à quel moment et de quelle façon. Ça, il faut laisser cette liberté-là aux autorités maliennes, au peuple malien. Maintenant, il peut avoir des conséquences de tel ou tel acte posé. Et j'imagine que les autorités maliennes sont conscientes des conséquences des actes qu'ils posent. Évidemment, il y a d'autres qui diront toujours non, ça ne sert à rien de mettre ces ONG-là à la porte parce que d'une manière ou d'une autre, elles contribuent à soulager certaines populations qui vivent dans des difficultés. On parle de 7 millions de personnes au niveau du Mali. En même temps, on peut se demander ou on peut profiter de l'occasion pour faire le bilan de ces ONG de prétendu développement. Qu'est-ce qu'elles apportent véritablement à nos États? Est-ce qu'elles contribuent à accentuer la dépendance ou est-ce que c'est une aide qui nous permet donc de nous départir en définitive de l'aide? Parce que ça fait 60 ans que ça dure. Et quel est l'impact réel de ces ONG-là? Qu'est-ce qu'elles apportent réellement aux populations? Et qu'est-ce que nos États aussi perdent? Parce que moi je suis persuadé que ces ONG ne viennent pas en aide comme ça parce qu'ils nous aiment, etc., etc. Il y a aussi que ces ONG ont leurs avantages. Ils ont des intérêts à venir nous aider. C'est une occasion pour moi, au-delà
du fait qu'ils ont été mis dehors parce que pour des raisons politiques, la France et le Mali aujourd'hui ne s'entendent pas. Moi, je veux qu'on aille au-delà pour que ça soit l'occasion, puisque ça ne va pas durer indéfiniment. À un moment donné, quelles que soient les mésententes entre la France et le Mali, ils se retrouveront autour de la table, ils discuteront. Le fil n'est pas encore totalement rompu, on est en diplomatie. Aujourd'hui, c'est le régime Goïta. Peut-être que demain, on aura un autre régime qui sera beaucoup plus favorable à avoir des relations et à entretenir des relations. Là, vous êtes dans l'avenir. On va parler d'avenir tout à l'heure, mais vous voyez justement cette situation. Avec cette situation, on a Bamako qui annonce l'interdiction avec effet immédiat des activités de toutes les organisations non gouvernementales financées ou soutenues par la France, y compris celles opérant dans le domaine humanitaire, en réponse à la décision de la France de suspendre son aide au développement à destination du Mali en raison, évoque Paris, du recours au groupe paramilitaire russe Wagner par les autorités maliennes. Est-ce que vous pensez, comme le juge Inoussa Ouedraogo, que c'est la réponse du berger à la bergère et que donc on est à un but partout, match nul? En tout cas, j'ai apprécié votre expression lune de fiel entre Bamako et Paris, oui. Et puis réponse du berger à la bergère. Oui, mais parce que les autorités maliennes sont très bien payées pour savoir qu'il y a un lien entre l'humanitaire et les questions diplomatiques. Prenons des pays de l'Afrique australe ou du centre. Il y a des pays comme l'Éthiopie ou le Rwanda où le financement extérieur des ONG est plafonné. Il y a des pays où ils sont jusqu'à 10%. Vous ne pouvez pas recevoir plus de 10% de l'appui extérieur. Ouais. Parce que là, sur le sein de la coopération multilatérale, dans le cas du financement des organisations de la société civile et de certaines organisations non gouvernementales, se cache également une autre diplomatie, celle religieuse, culturelle, et j'en oublie. Et donc, par ce truchement, on vous finance, mais on dit, voici les activités à intégrer, qui sont en même temps notre vision du monde. Pardon, qui est en même temps notre vision du monde. Ce sont des éléments de notre culture que nous voulons que vous inséminez dans votre culture. Ça, c'est une diplomatie culturelle, mais qui se joue de façon subtile. L'on se rappelle de la passe d'armes qu'il y a eu lieu entre Nestorine Sangaré et comme on appelle ça, le monsieur de l'Institut Goethe à Ouagadougou. Donc, qui est le centre culturel allemand. Allemand, oui. Quand elle a revendiqué son droit de ne pas partager la même vision des choses que ceux qui sont des promoteurs de l'homosexualité et qui offusquent des gens et qui ont promis de détruire Nestorine Sangaré en son temps. Mais il y a ces relais-là, sur le plan culturel, sur le plan, j'ai dit même religieux. Il y a des pays aujourd'hui qui font ce qu'on appelle la promotion de la diplomatie religieuse, qui vous aident à construire des centres purement religieux, à construire des lieux de culte. Mais en même temps, c'est un conditionnement religieux et un conditionnement culturel. Parce que ça va vous demander une telle démarche, ça va vous demander dans les rapports avec les uns et les autres, dans le quotidien, dans la façon de vous habiller, parce qu'il y a tout un lien avec tout cela. Est-ce que nous avons cette lucidité-là? Donc, si Bamako en arrive là, c'est que Bamako a bien regardé les choses avant de prendre sa décision. Vous arrêtez l'aide au développement qui est beaucoup lié au bilatéral. Mais le multilatéral, lui, il continue. Et plusieurs ONG sur le continent africain ont été épinglées sur les théâtres des opérations. Reporters sans frontières a été épinglé. On se rappelle au Tchad de l'affaire H2O. Donc, ce n'est pas plusieurs, comme on appelle ça, organisations dites de la société civile. H2O, c'est donc cette affaire où quelqu'un, sous des dehors humanitaires, a plutôt emprunté la piste de l'exploitation humaine. Humaine, exactement. On peut dire ça comme ça. Voilà. Mais maintenant, sur les comment on appelle ça, les autres aspects, bon, là où, parce que peut-être que Bamako a ces arguments sur l'humanitaire ne s'arrête pas même en temps de guerre. Vous arrêtez tous les autres axes de coopération, mais sur le plan humanitaire, vous n'arrêtez pas. D'ailleurs, en direction du Burkina, par exemple,
l'Union européenne a revu à la hausse l'appui humanitaire pour faciliter le convoi aérien. En organisant un pont aérien. En organisant un pont aérien, mais en injectant plus. Et je pense qu'ils sont passés de 29 millions d'euros à 51,4 millions. Ouais, presque 52 millions d'euros. Voilà, presque 52 millions. Ça dit que même là, ça a été doublé parce que la réponse humanitaire aussi, elle est très grande aujourd'hui. Donc la demande humanitaire. La demande humanitaire, pardon, elle est très grande aujourd'hui. Donc, en situation de guerre, l'humanitaire ne s'arrête pas. Mais maintenant, s'il y a des ONG à caractère humanitaire qui ont été formellement épinglées par Bamako, moi je peux comprendre, parce que la réalité aussi, le risque que vous jetez, comme on appelle ça, le bébé avec l'eau du bain, c'est sur ces aspects là que je reste prudent par rapport à la démarche de Bamako, parce que en ce moment tout ce qui est humanitaire, tout ce qui est organisation française, vous les jetez à la porte. Ce qu'il aurait fallu faire d'un point de vue rapidement, c'est de légiférer et de fixer des conditions d'intervention et de dire nous acceptons ceci, nous n'acceptons pas cela. Mais comme le chef d'État, quand on parle d'aide, ne regarde plus rien, il paraphe. Donc vous avez pris des engagements auprès de l'ONU ou dans d'autres cadres qui sont des traités, des accords sur le plan multilatéral. On a même vu des chefs d'État aller plaider pour le tout multilatéralisme. Je ne comprends pas ça. Le tout multilatéralisme, c'est-à-dire on fonce droit, n'importe qui peut venir nous donner de l'argent, on prend. Qu'est-ce qu'on va en faire? Ce n'est plus un problème. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des organisations qui réunissent nos filles de 12, 13, 14 ans et qui leur donnent des préservatifs à la fin. Mais qui leur disent, il ne faut pas utiliser, mais vous leur donnez pourquoi? Et nous regardons. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pu dire, nous acceptons tel partenaire qui finance tel domaine, mais si c'est dans tel domaine, nous ne voulons pas parce que c'est des questions de souveraineté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos valeurs culturelles sont ébranlées pour ça. Ce qui fait que certaines convictions spirituelles et religieuses sont ébranlées pour ça. Comme d'ailleurs l'a dit le Premier ministre, dans l'ancienne tradition africaine, on ne parle pas dire à quelqu'un, viens dans ma religion de façon forcée. On peut annexer les territoires, mais on ne l'annexe pas jusqu'à sa religion. Alors, donc, justement, ici, nous sommes dans une telle situation parce que nos fondements spirituels et nos fondements religieux ont été ébranlés par tout ça. Donc, il y a un regard, mais je dis bien lucide, avec suffisamment de recul et de responsabilité à avoir, mais pas dans le populisme. Alors, Inoussa Ouedraogo, nous allons terminer avec vous. Vous étiez sur la dynamique de l'avenir. Quel avenir on peut dessiner pour les relations entre Bamako et Paris? Vous étiez sur votre lancée quand je vous ai un peu coupé. Alors aujourd'hui, justement, en une minute, comment est-ce qu'on peut voir l'avenir de ces relations? Et vous avez semblé dire aussi que ça peut être une bonne occasion pour remettre les choses à plat et mettre de l'ordre dans ce cafouillis que pourraient constituer les organisations non gouvernementales qui, sous couvert de faire de l'humanitaire ou autre chose, s'inscrivent dans d'autres objectifs. Oui, nos pays, c'est ça. Tout le monde vient, Juge Bougma le disait tout à l'heure, il vient avec son projet et puis on dit c'est bon, va dans le Sahel, va dans telle autre localité et assez souvent c'est eux qui décident de là où ils veulent aller. Nos pays doivent pouvoir avoir ce qu'on a eu entre 83 et 87, c'est-à-dire le bureau des ONG, où tout projet qui vient passe par là-bas, que nous soyons en mesure de dire vous êtes venus pour investir dans les préservatifs, dans les comment ils appellent ça, le fait d'empêcher aux uns et aux autres d'avoir des rapports sans protection. Vous voulez investir dans ça, c'est très bien, mais nous au Sahel, ce n'est pas cela notre priorité. Notre priorité, c'est que vous puissiez investir ces milliards-là dans des puits d'eau. C'est ce que nous voulons. C'est ce type de coopération que nous devons rebâtir. Nous voulons l'aide, c'est vrai, mais nous voulons faire en sorte que vous nous appreniez à pêcher, de sorte à ce que demain on n'ait plus besoin de vous. C'est une aide humanisante et non pas une aide déshumanisante qui retire même jusqu'à la dignité humaine à ceux qu'on vient aider. Et pour moi, le fait qu'aujourd'hui Bamako mette à la porte des ONG françaises
peut être une occasion pour que s'ils doivent revenir demain, qu'on s'asseye et qu'on discute des clauses désormais de votre contribution à notre développement, parce que 60 ans durant, vous avez apporté l'aide au développement, mais l'aide au développement a contribué à nous désorienter, à nous asservir, à faire en sorte que nous devenions totalement dépendants de vous. Or, comme l'a dit le professeur Joseph Kizerbo, on ne développe pas, on ne développe pas, on se développe et nous devons prendre nos responsabilités à cet égard. Ainsi s'achève cette audience du tribunal de l'actualité qui a décrypté pour vous la lutte contre le terrorisme sous le prisme de l'initiative d'Accra et le « je t'aime moi non plus » qui rythme les relations plus que jamais tendues entre Paris et Bamako. Merci aux juges qui ont siégé aujourd'hui. Bernard Bougman, merci. Merci bien. Merci aux juges Inoussa Ouedraogo. Merci. Merci aux équipes techniques de réalisation et toute notre reconnaissance à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Truth TV, pour votre attention et pour votre fidélité. Prenez soin de vous en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité demain, même heure, même chaîne, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.